moi, j'étais un peu livré à moi-même. Je me suis pris en plus une espèce de mini-sauce parce qu'on m'a accusé de plagiat sur la cover de Lithopédion. C'était pas le cas du tout, mais du coup, je me dis, là, je suis en train de me rendre compte, je me dis, OK, c'est pas le cas, j'ai pas plagié ce truc-là. Mais par contre, l'opinion publique se dit que oui. OK, comment je fais face à ce truc-là, tu vois? Ça a été un peu compliqué à gérer. Et en fait, j'ai eu un... Et ça, c'est après la sortie ou même avant? C'est au moment du dévoilement de la cover. OK, d'accord. Ouais. C'est au moment où ils balancent la cover sur les réseaux pour annoncer la sortie de l'album. Voilà. Et ça va très vite. Hein. Genre, la pochette sort, le lendemain, la polémique tombe, hein, tu vois. Et je me suis sorti de ce truc-là parce que moi, j'étais en train de me prendre la tête. Je fais, mais putain, en fait, là, je me rends compte déjà qu'en fait, on n'est jamais à la source d'une bonne idée. Que si t'as une bonne idée, tu peux être sûr qu'il y a 10 gus qui l'ont fait avant toi. Ouais. Et c'est le minimum. T'as juste à croiser les doigts pour que ces 10 gus-là, entre guillemets, ils aient pas sorti ça à grande échelle parce que sinon on fait le lien. Et en fait, je vois Damso peut-être 2-3 jours après, tu vois, pour un autre shoot presse. Et je lui dis, ouais, t'as vu cette histoire de polémique? Il m'a regardé, il m'a fait, mais nique sa mère. Difficile de s'intéresser au milieu de la photo, du graphisme, de la direction artistique dans Bruxelles sans voir apparaître le patronyme de la légende en face de moi. Son CV est si colossal qu'il est difficile de le définir en quelques mots. C'est lui derrière la cover d'album de Risk de Green Montana, de Sapiens de l'Or du commun, de Lithopédion et de Calf de Damso. C'est encore lui derrière les posters de Jérémy Nadeau pour Beaucoup Trop, le film Le Fantôme, le docu Kin Tout est vie. Il a fait les photos de John Rachid, Chad, Attic, Caballero, Isha et bien plus. À ce stade, le souffle me manque pour décrire l'étendue de ses tentacules professionnels. Mesdames et messieurs, voici Romain Garcin. Eh ben... Tu peux t'applaudir, évidemment. Ouais, non, mais là, déjà, tu m'as envoyé trop de fleurs, là, quoi. Ok, on applaudit. Ok, tu lésines pas sur les moyens, c'est bien. Incroyable. On y va fort. J'aime bien saucer un peu mes invités en début d'émission. C'est plus que de la sauce, là. Toutes les sauces du snack mélangées, là. C'est ça. Comment tu vas, mon gars? Super bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir. On se sent bien ici, c'est cool. J'ai envie de commencer par le début, un peu pour notre entretien. Et te dire, mais qu'est-ce qui t'a amené à faire de la photo? Qu'est-ce qui te passionnait en tant que petit être humain? De dire, attends, mais je veux travailler dans ce domaine-là. Est-ce que t'étais pas du tout avec une fibre artistique ou en fait blindé? Comment t'en es arrivé là? Bah écoute, je crois que ça remonte à loin. Enfin, c'est même pas je crois, ça remonte à loin. C'était... Je crois que je suis un enfant, déjà je suis un enfant des années 90, réellement. Un enfant donc de la pop culture, ce qu'on peut appeler de la pop culture des années 90. Et j'ai toujours été imbibé d'images, de films. J'ai regardé des films très tôt, écouté de la musique très tôt, comme beaucoup de monde au final, tu me diras. Mais j'ai eu un petit déclic supplémentaire, c'est que j'ai eu accès à un ordinateur très rapidement. Et j'ai eu accès à Paint, tout part de Paint. Et en fait, pourquoi je te parle des films et pourquoi je te parle de Paint, c'est que j'ai su à ce moment-là que j'aimais en tout cas quand j'avais des cassettes vidéo, tu sais, qui étaient enregistrées au magnétoscope. Donc ça donne un indice sur mon ancienneté. Et du coup, il y avait les cassettes qu'on achetait dans le commerce, et il y avait celles qu'on enregistrait quand les films passaient à la télé. Et du coup, je détestais, j'avais un truc, je sais pas, hyper maniaque à ce niveau-là, où je détestais ne pas avoir d'habillage sur ces cassettes vidéo, tu vois. Donc je faisais les jaquettes. Et comme j'étais vraiment maniaque, il fallait que ces jaquettes respectent la charte graphique des jaquettes déjà existantes. Exemple, Retour vers le futur 1, je l'ai en cassette, je l'ai acheté, enfin ma mère me l'avait acheté dans le commerce. On enregistre le 2, mais il a pas sa jaquette, mais il faut que les jaquettes correspondent. Et donc du coup, je passe sur Paint, j'essaie de créer les gabarits des jaquettes, je découpe les images que je trouve dans les journaux, Télé 7 jours, Télé Loisirs, etc. pour coller à l'arrière de la jaquette. Voilà. Et je faisais mes jaquettes comme ça. Et j'ai fait ça après pour des disques. Enfin, pas pour les disques avant, pour les cassettes audio. Je me faisais mes petites compiles, cassettes audio. Pareil, il fallait que je les habille, etc.
Et T'étais motivé, mon gars. ouais, j'aimais bien, en fait, j'aimais bien que les choses soient bien illustrées. Et ça, tu faisais quoi à quoi, 12-13 ans ou même Non, un peu avant, ça, je devais avoir, je dirais 8, 9, 10 ans à ce moment-là. Ouais. C'était entre mes 8, 9, 10 ans, ouais. Et en fait, surtout, bah, je me rends compte de l'importance de l'image dans tout ce qui, comment dire, dans tout ce qui empaquette l'œuvre, en fait. Enfin, quand je parle d'œuvre ou ouais, d'objets culturels, et je me rends compte bah, qu'une pochette de CD, elle a une importance primordiale. Quand je reçois History de Michael Jackson en CD à la maison, que je découvre cet album et qu'il y a comment dire, un livret de 45 pages, 50 pages, enfin, il est hyper fourni, et qu'à chaque page, tu fonces dans un univers totalement différent, et tu te prends des images très fortes avec des textes qui... Enfin, tout apparaît comme du mystère que tu dois absolument déchiffrer. Ouais. Et que tu te rends compte en fait que ça contribue au rayonnement de cette œuvre-là, en plus de la musique. La musique peut se suffire à elle-même, mais que là, en plus, on t'apporte quelque chose en plus qui crée un effet immersif total. On Et je dirait crois que je comprends ça, quoi. même petit, t'avais cet aspect de... Ok, on rêve à travers l'image, à travers le son, à travers la musique, et t'as envie de donner un relais à, tu vois, l'image physique de la pochette et tout. Ouais. C'est comme, viens, on te fait rêver déjà, on te fait vivre un monde, tu vois, Ah à ouais, travers juste la complètement. cover, quoi, tu vois. Complètement. Et deuxième exemple, c'est l'école du micro d'argent d'IAM qui m'a totalement bousillé en termes de relation musique-image. Il y avait une alchimie parfaite. Donc là, on est un peu plus tard, mais on est dans une alchimie parfaite entre ce qu'on nous propose en tant qu'objet disque, en tant que livret, en tant qu'univers, en fait. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce monde avec le ciel rouge, avec des samouraïs, avec du papyrus à l'intérieur, avec des signes chinois, etc., qui collent super bien avec les sonorités de l'album. Et tu te dis, OK, en fait, il y a un travail de cohérence qui a été fait. Tout est pensé en amont. Et tu te dis, OK, et comment ils ont fait ça, en fait, surtout? Est-ce que c'est une photo avec des figurants? Est-ce que c'est une maquette? Est-ce que c'est de l'illustration? Est-ce que c'est... Et au final, bah, dans un premier temps, tu te prends juste l'image et tu veux pas savoir comment c'est fait. Tu veux juste être dans l'univers de l'album. Et dans un deuxième temps, et c'est là où tu comprends que ce métier t'appelle, c'est que tu te dis, mais comment ils ont fait ça? Et je crois que le côté making of, c'est comment dire, une porte d'entrée hyper importante dans le fait de savoir que je voulais faire ce métier-là. Tu commences à devenir un rat de bibliothèque avant l'heure sur toutes les questions toutes les prémices de comment faire une image, une cover, un poster. Hein. Ouais. Mais les effets spéciaux dans les films. C'est ça. Comment ils ont fait ça, tu vois? C'est vraiment ça. Tu sais, c'est un peu le même principe que comment fonctionne le corps humain, comment, tu vois, le côté on veut voir ce qu'il y a derrière le rideau. Attends, mais là, donc on a fait un bond dans le temps, mais t'as 8-9 ans, tu fais des covers de cassettes, c'est de la balle. Ouais, c'était trop bien. En plus, je me rappelle que j'ai fait ça aussi. Mais pas du tout à ton niveau. Moi, c'était la vieille cassette Beethoven. Pas du tout mais stylé. Tu l'as fait. Le fait est que, voilà. C'était, tu vois, quand t'as la cassette, mais tu l'as déjà et tu essaies de dessiner le croquis au-dessus sur une feuille A4 avec ton crayon pourri et essayer de colorier au-dessus. Mais c'était plus ou moins ça, mais j'avais genre 13 ans. Donc on est sur un niveau pas aussi qualitatif que toi, mais bref, tout ça pour dire que... à vérifier, à voir. À vérifier. Tu montreras. Si je la retrouve, voici l'image qui s'affiche à l'écran. Mais la vingtaine arrive et t'es passionné par ça. Quel est le moment où tu t'es dit, OK, faut vraiment que je fasse ça de ma vie? Il y a un truc qui a quand même beaucoup libéré ma façon de me dire, ah, en fait, c'est possible, c'est Internet. Donc Internet arrive dans les foyers à ce moment-là. Je me rends compte que les créations que je faisais, que je montrais juste à mes potes, etc., là, en fait, maintenant, je peux les dévoiler à des gens. Donc j'étais inscrit sur des forums, tu vois, et des forums de rap en particulier, et de graphisme. Et du coup, en fait, tu confrontes tes créations à un public un peu plus large au final, tu vois. C'est pas non plus, je te parle d'une vingtaine de personnes, mais c'est une vingtaine de personnes, tu vois, que tu ne sélectionnes pas, qui sont là, que tu ne connais pas, et qui vont te donner leur avis sur ce que tu fais. Et quand tu te rends compte que les premiers avis sont plutôt positifs, et puis qu'on te demande au final, en fait, tu te rends compte que tu es connecté avec un mec qui a un petit groupe de rap à Marseille, et qui dit, ouais, en fait, j'aimerais bien avoir un visuel, et tu dis, ah ouais, en fait, on peut se connecter. On peut commencer à créer sur base de quelque chose qui n'a jamais, enfin, qui n'est pas encore créé, pas refaire une pochette d'un album qu'on aime bien. Là, on va partir de rien.
On va écouter un artiste qui veut une pochette et on va essayer de faire quelque chose de totalement inédit, totalement originel, quoi, tu vois. Et donc ça commence comme ça. Et je fais des trucs un peu... au final, où tu sens que c'est là où une direction artistique, la direction artistique intervient, c'est qu'elle est importante. C'est que quand tu recopies une œuvre où la direction artistique est déjà installée, en fait, c'est hyper confortable. Quand tu dois la créer et que tu dois la traduire en images, là, tu te confrontes à une difficulté qui est hyper excitante, mais c'est un Everest à franchir, en fait, au début, tu vois. Du coup, c'est ce qui m'amène à... Il y a plein de questions qui me viennent à l'esprit avec ce que tu viens de dire, mais comment tu fais... C'est une question très dure, hein, mais tu vois, l'image qui fait rayonner rêve ou qui emmène dans un certain monde, tu vois, lié à une œuvre. Quelle est ta manière à toi, tu vois, d'écouter, d'entendre un album, tu vois, regarder... écouter un son et dire ok, je vais clipper ça de cette manière. Comment tu fais pour rester fidèle pour traduire ça en image, en fait, tu vois, je pense qu'il y a une part qui est hyper importante. Dans un premier temps, c'est la spontanéité. C'est faire confiance aux premières images qui s'imposent à toi après une discussion avec l'artiste en fonction de lui. En fait, lui, il va te donner des mots-clés. Ou alors peut-être même te faire écouter un morceau, te faire des fois écouter juste même une instru, même pas le morceau fini, enfin tu vois, juste histoire de... Lui, il sait de quelle manière il va pouvoir t'aiguiller. Ouais. Mais après, comme tu dis, il n'a pas ce travail de traduction à l'image. Il y en a qui l'ont, hein, mais pas tous. Et après, dans un deuxième temps, moi, il y a des images qui s'imposent à moi, tu vois. Le but, c'est de voir, ok, après, une fois que tu as ces images-là, tu les déposes sur la table et tu fais le tri en fait entre ce qui est cohérent, ce qui est réalisable, tu as des idées des fois qui peuvent être très intéressantes dans le concept, qui peuvent l'être un peu moins au final quand tu commences à la matérialiser, tu vois. Donc du coup, tu essaies de faire le tri, puis au bout d'un moment, tu proposes. Ce sera jamais, en fait, c'est une espèce de va-et-vient. Ouais, c'est un diamant brut à façonner, tu vois, pour donner une image un peu bateau, mais après, y a un échange. Ah, moi, j'aime bien ça dans ton idée. Ok, t'aimes bien ça, on garde ça. Moi, je te propose ça. Et en fait, vraiment, chacun, il ramène une espèce Ouais, c'est du brainstorming au final. Hein. C'est pas non plus une alchimie magique à 100%. C'est ça qui se crée ou qui vient en un instant, quoi. Je crois qu'il faut, en tout cas... parfois, il faut pas trop réfléchir. Il faut faire confiance à... Là, par exemple, je suis en train de bosser je viens de terminer de bosser pour la pochette d'un artiste, tu vois. Où j'ai trouvé, on était beaucoup d'intervenants sur cette pochette, où j'ai trouvé en fait que le fait qu'il y ait trop d'intervenants et chacun y allait en fait de son avis, ce qui est normal au final. Mais moi, je me perdais un peu dans ce truc j'aime bien être un peu le seul capitaine à bord, tu vois, avec l'artiste. Mais quand on est trop, c'est un peu compliqué. Au final, on arrive à quelque chose de très bien, mais il y a une espèce de frustration qui s'installe et je crois que c'est pour ça d'ailleurs que je suis graphiste, photographe, directeur artistique, les tout à la fois, parce que j'aime de moins en moins... Enfin, j'ai jamais vraiment aimé déléguer, mais j'aime de moins en moins déléguer. J'aime bien vraiment maîtriser tous les aspects c'est pas toujours le cas, mais dans la plupart du temps, j'essaie de maîtriser tous les aspects du projet, les aspects visuels, tu vois. Et ça permet d'avoir... en tout cas, moi, de pas voguer sur une espèce de frustration qui produira peut-être une belle image, mais qui me permettra pas d'avoir... d'être aussi authentique ou sincère. Ouais, mais même moi, d'avoir une espèce de ressenti totalement comblé en voyant l'image à la fin, tu vois. C'est marrant, parce que quand je t'entends parler, je me dis, c'est un double discours un peu, parce que d'un côté, tu dis, quand je suis avec un artiste et qu'il a son œuvre et qu'il a sa vision, moi qui dois réinterpréter en image ou en clip, en photo, ce qu'il veut, eh bien, je co-construis énormément, quoi. Je co-construis, donc j'attends un petit peu qu'est-ce que toi t'en penses. Et vient moi une série d'inspirations liées à ce que lui a construit, quoi. Ce qui est jailli de lui, mais c'est un va-et-vient, quoi. Et en même temps, qui est pas trop... En fait, c'est comme s'il y avait des interférences, quoi. Si t'as trop de gens qui sont autour d'un projet, tu vois, ça veut dire qu'il y a trop d'interférences entre le côté brut de... la création, quoi. Ce qui t'est venu, toi, ton esprit, face à ce que t'as entendu, ça. En fait, tu dois te connecter à toi-même énormément pour ce travail. Mais non, même pas tellement, au final. Moi,
tu prends une espèce de gymnastique aussi au bout d'un moment, tu vois. Non, tu dois vraiment être connecté à l'artiste. Le but, de toute façon, c'est que... c'est un truc que je répète souvent, ça peut paraître un peu genre de la fausse modestie, etc. Mais quand je travaille pour une pochette, c'est pas moi l'artiste. C'est l'artiste, en fait, tu vois, pour qui je travaille. C'est lui qui a le sel de son œuvre, tu vois, qui le possède, c'est lui qui te le transmet, et toi, tu dois juste le traduire. Je pars du principe que moi, je suis un artiste à partir du moment où je fais quelque chose qui est une expression pure de ma créativité et du fond que j'y mets, tu vois. Mais le fond, il m'appartient pas. Quand je fais une pochette d'album, le fond, il appartient à l'artiste pour qui je travaille, tu vois. Donc c'est hyper important d'en tenir compte, de jamais l'oublier et de se rendre compte surtout que l'objectif principal, c'est que l'artiste soit content. Que lui se retrouve pleinement. Des fois, tu as des frustrations. Moi, des fois, je livre des pochettes, je me dis, des 5-6 propositions que j'ai faites, c'est pas celle que je préfère. Écoute, si c'est lui, si lui préfère celle-ci, c'est que le choix est bon, dans tous les cas. Si je suis frustré de ça, alors j'arrête de travailler pour les autres, je travaille pour moi-même, je fais des œuvres, et tu vois, des créations pures de mon côté. Mais je pense qu'il y a un degré de lâcher prise qui est aussi incroyable dans le fait que tu reçois, toi, un bout de l'œuvre ou la vision d'un artiste et la profondeur, mais tu sais, tu dis, c'est lui qui apporte profondeur, mais à travers l'habillage... Enfin, pour moi, d'office, tu apportes toi aussi de la profondeur. Parce que c'est un miroir, un joli miroir que tu je dois pousser le curseur, en fait. Exactement. Et donc, invariablement, à un moment donné, en fait, toi aussi, tu vois, t'es épris d'empathie pour ce qui résonne en toi. Il y a ça que tu mets en place et tu dis, OK, voilà, mais t'as une part de vision. Après, c'est pour ça qu'on vient chez toi. On fait confiance aussi à ta vision. Toi, moi, ça me fait rire d'ailleurs ce mot, parce que c'est un mot qui est très, très à la mode depuis quelques années. Mais tu vois, c'est vraiment ce côté genre, attends, je ferme les yeux, j'écoute ta musique, voilà ce que je vois. C'est un petit côté un peu oracle. Mais en vrai, c'est un peu ça. Tu vois, je prends l'exemple de la cover de L'Or du commun, tu vois, Avant la nuit. Elle a été très, très rapide, en fait. On a fait un choix assez rapide sur cette direction-là. Je crois que même, j'en aurais pas proposé d'autres. On a juste affiné certaines choses. Mais j'avais écouté quelques morceaux. Il m'avait donné le titre. À la base, le projet devait pas s'appeler devait pas s'appeler Avant la nuit, devait s'appeler Ciel rouge. Et moi, je pars du principe de, OK, j'adore, tu vois, aller un peu sur un contre-pied. C'était pas un énorme contre-pied, mais je me dis, OK, le truc s'appelle Ciel rouge, on va foutre un ciel bleu et on va inverser le truc. Enfin, on va inverser les pôles et on va mettre les intervenants en bas en rouge. Et au final, ouais. Et j'ai vraiment eu ce truc-là. Et après, on précise l'idée. T'as une vision un peu floue du truc. Je sais que je voulais une scène un peu chaotique en bas. Je voulais une espèce de tableau. Après, qu'est-ce qu'on y met? Et là, on rentre dans des discussions de précision, tu vois. Est-ce qu'on y met des vieux, des jeunes, des noirs, des blancs, des trucs? On voulait un peu, tu sais, avoir une espèce de casting style Benetton, tu vois. Et en fait, je me suis dit, viens, on fait pas ça. On fait un casting, ceux qui répondent présent. Et au final, on a un truc beaucoup plus naturel qui s'est mis en place. Tu vois, donc on a eu des gueules, on a eu des mecs, des meufs, on a eu des non-genrés, on avait un panel assez cool. Et au final, on a eu que des jeunes. Enfin, entre 20 et 35 ans, quoi, tu vois. Et même un peu plus jeunes. Et au final, on s'est dit, mais tiens, on l'avait pas voulu comme ça. Et on s'est rendu compte qu'on avait une espèce d'instantané d'une jeunesse qui était déchirée. Alors après, chacun y va de son interprétation, tu vois. Mais surtout qu'on a shooté pendant le confinement, tu vois. On a shooté un peu en scred. Parce qu'on ne pouvait pas faire ce qu'on a fait à ce moment-là, mais on est plein à avoir fait ça. Et au final, il y a un instantané d'époque. C'est Primero qui m'a fait remarquer ça, en fait. Moi, j'avais pas capté, tu vois. Et on a un des truc jeunes figé qui se reproduira jamais, lié aux circonstances de temps, de moments. Ouais, et puis ça faisait écho à l'actualité, en fait. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est une jeunesse qui est un peu pas en perdition, pardon, en doute. Tu vois, qui est en questionnement et qui construit en plus cette période d'adolescence, etc. Et de questionnement dans une période qui leur rajoute du questionnement, qui crée des frustrations, qui crée de l'empathie, qui peut créer énormément en tout cas d'émotions. Et on se rend compte en fait que c'est ce qu'on a créé inconsciemment parce qu'en fait on s'est laissé faire ce qu'on voulait faire. Et la magie opère. Des fois, tu sais, t'as des accidents heureux, comme on dit, et je crois que ça en fait partie, tu vois. Comment tu fais
dans ton art à toi, dans ta vision, dans ce que tu produis, pour... c'est une question très pratique, hein, mais bête hein, pour un novice comme moi, mais je sais que je suis un peu perfectionniste et tout, et j'en suis au stade où je me dis, mais si la matière, la manière dont ça prend forme, toi, à l'heure actuelle, tu vois, t'as dû devenir un expert dans, putain, mais ok, je veux ce type de matériel pour ma pochette. Est-ce que t'es visionnaire ou t'es pointu à ce stade ou vraiment pas du tout, t'es là en mode pro? Ah non, non, ça pas du tout, c'est sûr que non. Non, mais il y a toujours l'énorme compromis entre ce qu'on veut faire Ouais. et ce qu'on peut faire. Et faut pas oublier que malgré tout l'aspect artistique des choses, on reste dans une industrie Ok. avec des résultats attendus de la part des labels, de la part des artistes eux-mêmes, de la part des producteurs, de la part de plein de gens. Et du coup, bah, on est sur un produit qui doit être vendu à un prix raisonnable pour qu'il puisse fonctionner et pour que ce prix en fait n'explose pas. Bah, il y a certaines finitions qu'on aimerait pouvoir faire sur un projet, enfin sur un produit fini, bah, qu'on peut pas faire parce que sinon le produit va coûter trop cher à la vente, donc il ne se vendra pas. Donc, enfin tu vois, c'est une espèce d'équilibre toujours à. Alors ça, c'est vrai pour les artistes qui sont signés en maison de disque, parce que la maison de disque est le producteur, donc ils interviennent, Ouais. et non, enfin, c'est eux qui interviennent majoritairement. Donc, l'artiste veut plein de choses, moi je veux plein de choses, le label veut autre chose. C'est une sorte de compromis C'est constant. un compromis permanent. Ça, c'est ce que aussi pas mal bah, le public doit aussi comprendre. Il y a beaucoup de gens parfois qui se plaignent de certains choix sur les finitions, sur la qualité d'un produit, etc. Mais il faut que... Il y a un produit qui te vient en tête sur t'aurais aimé faire encore plus ça et finalement... Bah, j'ai un exemple très concret, c'est le double album Kaba et Jean Jass, donc le Osso et Hat-Trick. Tout était ultra défini, on savait absolument ce qu'on voulait faire. Donc la cover de Kaba, c'était celle avec les pièces en étain avec son logo. Et d'autre côté, on avait Jean Jass qui avait une direction artistique opposée. Lui, il était sur un sticker Panini, Ok. thématique très football, quoi. Et donc sur le sticker Panini, spontanément, je propose en fait un recouvrement total avec un pelliculage holographique, tu sais, comme on a sur les cartes Pokémon, Panini, etc. C'est ça. Pour vraiment signifier ce côté-là. Et je me dis, bah, sur l'autre partie, donc c'était vraiment un recto verso. Hein. L'album de Jean Jass c'était sur le verso, l'album de Kaba sur le recto. Et il fallait quelque chose d'aussi qualitatif en fait pour pas qu'il y ait un déséquilibre sur la partie de Kaba. Et comme Kaba, lui, avait des pièces en étain, on s'est dit, bon, on va demander un pelliculage métallisé pour vraiment rester dans la thématique. Et on a eu un stop du label. On nous a dit, en fait, le produit va être trop cher. Ouais, le produit est ça. déjà cher à cause du pelliculage de Jean Jass, mais c'est encore jouable, mais on pourra pas faire les deux. X2, ouais. Et donc voilà, après, Kaba, il a été un frère pour Jean Jass à ce moment-là, il a dit, ok, bah, toi, c'est hyper important. Moi, ça l'est un peu moins d'avoir cette finition-là. On le garde pour toi. Moi, c'est pas grave, tu vois. Donc, il y avait quand même quelque chose, tu vois, de très... un compromis de la part de tout le monde, de ma part, de la part du label, de la part de Kaba, de la part de Jean Jass, tu vois. Il fallait que tout le monde se dise... que personne boude, en fait, tu vois. Parce que t'as pas le choix. C'est quoi tes inspirations majeures en graphisme et pas que... de ces dernières années qui vraiment toi te secouent? Moi je me prends des claques régulièrement sur des nouvelles covers, mais tu sais, t'es tellement, enfin il y a une espèce de flux qui est permanent. Tu prends pas forcément le temps, tu vois, de toujours apprécier les choses. Moi, les claques que je me suis pris récemment, c'est les covers de Tyler, the Creator. À chaque fois, je trouve que C'est un grand fou. Ouais, mais non, mais même je trouve que les directions artistiques sont tellement bonnes, tellement soignées, tellement cohérentes, tellement on rentre dans un univers très fort, Ouais. très incarné à chaque visuel. Moi, je pense que c'est celui qui me met des claques à chaque sortie. Sur les sorties récentes, j'avais adoré la cover de l'album de Baby Kim aussi, que j'ai trouvé simple, belle, efficace. En fait, moi, dès que tu me plonges en fait dans une atmosphère, ça marche. T'es pas obligé de m'en mettre plein la vue d'un point de vue technique. La technique, on sait tous faire de la technique au final, tu vois.
Enfin, tous. Mais comment t'as goupillé l'aspect technique et t'as passé le level au-dessus de me faire immerger dans un monde, Mais quoi. le but, c'est de raconter une histoire, en fait. Donc, tu sais, quand on sort la cover de Calf et de Calf Infinity, qui a été accueillie de façon très, très, très mitigée, c'est le moins qu'on puisse dire, de la part du public et des fans de Damso aussi, parce qu'ils ont été un peu désemparés, mais le public, les fans de Damso sont plus, on va dire, à l'écoute des choix artistiques de leur artiste. Mais le grand public, il y a un truc qui les désarme, tu vois. Et, mais au final, je crois qu'ils comprennent la cohérence entre ce qu'on apporte visuellement. On n'est pas dans une surenchère de technique. Et pourtant, on a bossé sur cette cover. Parce que techniquement, c'était pas compliqué à faire. C'était pas en dehors de ma juridiction ou quoi que ce soit, tu vois. Mais la recherche, la précision, tu sais, quand tu fais quelque chose de très minimaliste, le détail, il est beaucoup plus visible. Donc, en fait, on doit être dans quelque chose qui soit parfait, tu vois, et qui puisse être aussi intemporel, qui puisse être aussi... Enfin, tu vois, c'est vraiment toute cette réflexion-là. Je trouve que justement, du coup, il vieillit super bien. Mais bien sûr. C'est quelque chose... Enfin, c'est une des covers dans le monde français que je me dis, ça va super bien vieillir. Parce qu'il y a ce côté qui n'est pas... tu sais, tu me demandais mes inspirations. Moi, il y a un studio graphique qui me bute. C'est le studio Hypnosis. C'était le studio graphique qui travaillait pour toutes les covers d'albums des plus grands groupes de rock des années 60, 70, etc. Donc, entre autres, Pink Floyd, TNCC, ou enfin bref, énormément de pochettes cultes, tu vois. Et eux avaient compris quelque chose, c'était justement que la cover doit raconter une histoire pour devenir intemporelle. Tu sais, la cover où on a le portrait de l'artiste, c'est cool. Tu peux avoir une très belle pochette avec un très beau portrait, etc. Si ça raconte rien, elle sera oubliable, en fait. Tu vois. Tu peux sonder les gens, tu leur demandes leurs 3 pochettes d'albums préférés ever. Ce sera toujours des albums concept. Tu vois. Ce sera pas la pochette, je sais pas moi, le premier qui te dit la pochette d'un album de Booba, je le crois pas. Tu vois, c'est trop figuratif. Enfin, c'est trop... C'est trop représentatif de l'artiste en lui-même, il n'y a pas de concept poussé. Alors, pourtant, il y a des très belles... Et voilà, les plus belles pochettes de Booba sont celles, justement, où il figure pas dessus. Tu vois, celle de Nero Nemesis, elle est incroyable parce qu'il est pas dessus, tu vois. Et enfin, voilà, c'est plus ce genre de mindset dans lequel je suis quand je pense à une pochette. Après, des fois, voilà, quand on parle de compromis, il y a des artistes qui te demandent absolument d'avoir leur tête sur la cover et... pas forcément pousser le concept à outre mesure, quoi, tu vois. De ouf. C'est dingue que ça... Enfin, c'est toujours c'est un monde qui m'a toujours plu. Et j'ai jamais, tu vois, sincèrement su pourquoi. Je pense que c'est, comme tu dis, tu vois, c'est une immersion à travers... Tu sais, quand tu vieillis bien avec un album où tu l'as écouté pendant longtemps, rien que voir son affiche, tu vas en parler en off, que t'es un grand fan de Frank Ocean. Genre, quand je vois Blonde... Ça marque une période, quoi. C'est vraiment iconique. Ça, c'est iconique, c'est... Waouh, il suffit que la pochette, je la vois pour... Mais elle a tout ce que je résumais, cette pochette. Elle a de la spontanéité, parce que la photo, elle est spontanée. Tu sens que cette photo, il a pas posé pour cette photo. Ils ont organisé un shoot, j'imagine, assez naturel, assez spontané, que cette photo, elle s'est présentée à eux comme une évidence. Et l'autre aspect que je te disais à l'instant, c'est le côté technique. Cette cover, techniquement, on n'est pas sur une dinguerie de technicité graphique, tu vois. On est juste sur une alchimie qui fonctionne on point, quoi. C'est parfait. Et c'est iconique. Elle est iconique. Frank Ocean est trop iconique. Tu commences... Enfin non, j'allais dire tu commences, mais non. Tu travailles depuis un certain temps avec des artistes de renom, et même des un peu moins, mais... Comment tu fais pour gérer la pression que ça représente? Et surtout l'urgence, j'ai l'impression, de certains artistes qui veulent un travail pour hier, quoi. Tu vois. C'est quoi? Comment tu procèdes? Ta première question, tu parlais de la pression, en fait, c'est ça? La pression ouais, c'est vrai c'est une double question. Ouais. La pression d'un côté de travailler avec des artistes de renom, et puis travailler avec des artistes qui veulent, en plus de ça... En fait, le taf, il s'envisage de toute façon de la même manière. Évidemment, quand t'as un album qui est, comme par exemple, ma
première grosse expérience en termes d'impact médiatique, c'était Lithopédion. Ouais. Quand tu sais que c'est un des albums les plus attendus, que moi, ça faisait déjà longtemps que je faisais des pochettes d'albums, mais pas pour des artistes de cette ampleur médiatique-là. Mhm. Et oui, en fait, là, t'es plongé. En fait, pour la première fois, j'ai senti qu'un travail que j'avais fait, en plus, cette pochette, elle était prête depuis plusieurs mois. Et je la voyais. Et en fait, d'un coup, elle t'appartient plus du tout. Ouais. Et tu sais, quand t'entends les artistes dire oui, quand je fais un album, c'est mon bébé, mais après, je le livre à mon public, etc. Toute proportion gardée, mais moi, c'est un truc que j'ai ressenti à ce moment-là. Sauf qu'un artiste, il a une espèce d'entourage qui va le protéger un petit peu de ça. Moi, j'étais un peu livré à moi-même. Je me suis pris en plus une espèce de mini-sauce parce qu'on m'a accusé de plagiat sur la cover de Lithopédion. C'était pas le cas du tout, mais du coup, je me dis, là, je suis en train de me rendre compte, je me dis, ok, c'est pas le cas, j'ai pas plagié ce truc-là, mais par contre, l'opinion publique se dit que oui, ok, comment je fais face à ce truc-là, tu vois. Ça a été un peu compliqué à gérer, et en fait, j'ai eu un... Et ça, c'est après la sortie ou même avant? C'est au moment du dévoilement de la cover. Ok, d'accord. Ouais. C'est au moment où ils balancent la cover sur les réseaux, pour annoncer la sortie de l'album, voilà. Et ça va très vite, hein. Ouais. Genre, la pochette sort, le lendemain, la polémique tombe, hein, tu vois. Et je me suis sorti de ce truc-là, parce que moi, j'étais en train de me prendre la tête. Je fais, mais putain, en fait, là, je me rends compte déjà qu'en fait, on n'est jamais à la source d'une bonne idée. Que si t'as une bonne idée, tu peux être sûr qu'il y a 10 gus qui l'ont fait avant toi. Ouais. Et c'est le minimum. T'as juste à croiser les doigts pour que ces 10 gus-là, entre guillemets, ils aient pas sorti ça à grande échelle, parce que sinon, on fait le lien. Et en fait, je vois Damso peut-être 2-3 jours après, tu vois, pour un autre shoot presse. Et je lui dis, ouais, t'as vu cette histoire de polémique? Il m'a regardé, il m'a fait, mais nique sa mère. Je fais, bon, bah voilà. En fait, c'était juste ça que je devais me dire dès le départ, mais moi, j'avais pas ce recul-là encore, tu vois. Donc maintenant, je l'ai. En fait, la manière dont les gens accueillent les covers, en fait, au final, je m'en fous. Le but, c'est que l'artiste soit content, lui, et que moi, je sois content. Ouais. Après, t'auras toujours des gens pour râler, en fait. C'est pas grave, tant mieux, tu vois. Et pour répondre à ta deuxième question, sur le côté pression des délais, des deadlines et compagnie, ouais. Forcément, des fois, tu as envie d'avoir plus de temps. Déjà, pour avoir le temps du recul. Tu vois, il y a les projets sur lesquels tu peux dormir un peu dessus, revenir dessus. Tu dis, OK, machin. Et puis des fois, comme tu dis, tu as des délais pour hier. Des fois, c'est frustrant parce qu'en fait, le truc qu'il y a, on parlait encore, tu vois, de l'accueil du public. L'accueil du public, lui, c'est pas son affaire, en fait, de savoir si... Ils ont pas l'indulgence de se dire... Ouais, non, mais c'est même pas leur problème, en fait. Et puis, ça va pas être leur problème. De se dire, ah, t'as eu 6 mois pour bosser sur une cover ou t'as eu 3 semaines pour bosser sur une cover. Eux, ils l'accueillent comme ils veulent, enfin, comme ils ont envie de l'accueillir. Et t'as beau leur dire, ouais, mais je l'ai pas fait, je l'ai fait rapidement, celle-ci. Fallait prendre ton temps. Ouais, mais je peux pas, tu vois. Donc, ouais. Mais ça fait partie du jeu. Mais après, je crois qu'au final, tu vois, l'expérience te permet de pouvoir relativiser sur énormément de choses. Puis en vrai, c'est ce qui remplit mon frigo, moi, tu vois. Donc, comme je te dis, s'ils sont pas contents de la cover, c'est pareil, en fait. C'est ça. Moi, tant que l'artiste est content, le label est content, et qu'au final, moi, j'ai mon cachet, tu vois, et que je peux nourrir et habiller ma fille, je suis content, tu vois. J'allais justement en venir pas à ce point, mais ça faisait résonner en moi, mais comment tu fais, tu sais, tu travailles dans le monde un peu artistique, et bien qu'il y ait toute une série d'avantages à ce monde. C'est un monde qui peut être très brut ou rapide ou qui demande beaucoup en termes d'énergie, de temps. Parce que maintenant, t'as une vie de famille, tu vois, t'es un gosse, t'as une femme, tu dois gérer ça. Et comment tu fais dans ce milieu, tu vois, pour garder... Est-ce que t'arrives à te détacher? Est-ce que t'arrives à complètement t'immerger? Comment tu goupilles ton... C'est un métier comme un autre, en fait. Après, on n'est pas sur un métier absolument extraordinaire. Le seul truc que moi, je me suis imposé, c'est de m'imposer des horaires, en fait. Ce que je ne faisais pas pendant un petit temps. Et je me rendais compte que ça devenait mauvais pour plein d'aspects, tu vois. Pour ma vie de famille, pour ma santé aussi, tu vois. Au bout d'un moment, t'es une espèce dans un état de tension et de stress permanente parce que tu dois... Et en fait, c'est un ami qui m'a dit, mais en fait, les gens, ils viennent vers toi pour bosser avec toi. N'aie pas peur, en fait, tu vois, de leur dire non à un moment donné. De toute façon, c'est un leitmotiv qui revient dans énormément de domaines maintenant. C'est juste le fait de savoir dire non, de mettre des limites. Et
je crois que ouais, le fait d'avoir une fille, de vouloir profiter, d'avoir du temps de Mais qualité oui. avec elle, et en fait, juste de base, d'aller la chercher à l'école, en fait. Donc, à partir du moment, en fait, moi, les gens qui m'appellent à partir de 17h pour me dire, ouais, il faut ça, j'étais debout depuis 7h du mat, je suis au bureau depuis 9h du mat, je suis là jusqu'à 17h, t'avais toute cette fenêtre-là, en fait, pour me contacter. Après 17h, la boutique, elle est fermée. Tu reviens demain matin. Et ça peut paraître un peu... ouais, un peu prétentieux en fait de prendre le truc comme ça, mais en fait c'est obligatoire en C'est fait ça. à un moment donné. Et puis le fait aussi au bout d'un moment de prendre une espèce de nom, tu vois, d'avoir un background, etc. Tu peux te le permettre dès le départ de faire ça, mais t'as juste un peu plus peur. Et là maintenant j'ai pas peur en fait. Je me dis bah écoute, Tu sens que tu as des enjeux là, que c'est. Enfin, l'enjeu d'avoir un lien avec ton enfant et de même ta vie de famille et puis peut-être ouais de non mais tiens. ça de toute façon c'est prioritaire. C'est ça. C'est la priorité de ma vie. Mais après oui forcément bah il faut se nourrir et il faut se vêtir. Mais c'est vraiment, tu vois, encore une fois, trouver vraiment bah, c'est une vie d'indépendant, en fait. C'est juste ça. Ouais, c'est Je suis ça. en train de chercher midi à 14h. Ouais, Mais c'est juste la vie d'indépendant et que forcément, quand t'es trouve ton indépendant, horaire. bah, t'as personne au-dessus de toi. Donc, bah, c'est toi qui régis tes propres règles et que à un moment donné, bah, il faut que tu sois ton propre patron. Quand on dit toujours, oui, je veux être mon propre patron, mais ça implique aussi le fait de dire, OK, on va appliquer des règles à respecter que tu dois faire respecter aussi à tes clients. Quand tu vas au magasin de vêtements, à 18h30, il est fermé le magasin. Et t'auras beau taper à la fenêtre, personne ne viendra t'ouvrir. Ben, c'est la même chose ici. Alors oui, des fois, on est soumis à des pressions du label parce qu'en fait, il y a énormément d'intervenants. Ça m'est déjà arrivé de faire des entorses. Ça m'arrive encore maintenant de faire des entorses. Mais ça doit être exceptionnel, tu vois. Faut pas en faire une espèce Mhm. d'habitude parce que sinon tu vis plus en fait. Tu vis que pour ça. T'as l'impression que la manière dont au-delà de l'aspect pratique, hein, mais la manière dont tu travailles, dont tu goupilles le sens dans ton taf, a changé depuis que t'es père ou pas? Bah en fait, j'ai accéléré la machine depuis que je suis père. Vraiment. Tu t'es dit, ouais, en fait, il faut assurer les arrières. Ouais, non, mais même pas dans ce sens-là. C'est plus, je me suis dit. En fait, c'est tout con, mais avant, je travaillais je travaillais dans un autre taf qui était purement alimentaire parce qu'en fait, j'avais pas assez de contrats pour pouvoir subvenir à mes besoins à 100%. Donc, je travaillais dans un taf alimentaire. J'ai eu ma fille. Et en fait, en réfléchissant, tu sais, on se demande toujours, et tu dois devenir ce que tu veux être, en fait. Et je me disais, un jour, on va demander à ma fille à l'école, il fait quoi ton père comme Mhm. travail, tu vois? Et je voulais pas qu'elle dise l'autre travail que je faisais, qui n'était pas pour moi mon vrai travail, tu vois? Et je voulais qu'elle puisse dire, ouais, mon père, il est graphiste, il est photographe, il fait les pochettes des artistes préférés de mes Ouais, camarades de c'est classe, ça. tu vois? Et que, bah, déjà, tu vois, que ça me galvanise moi, mais surtout elle ait une espèce de fierté, tu vois, tu vois, de pouvoir vanter le travail de ses parents. C'est toujours plaisant, en fait, tu vois. Et Ouais, ça joue. Tu sais, c'est bête, mais c'est dans des petites choses comme ça que notre propre estime, notre propre valeur, notre considération est touchée, tu vois. on doit nourrir notre ego. Ouais, Même quelque s'il part. faut pas penser qu'à ça, mais on doit nourrir un minimum notre ego. Mais je Et, trouve ça mignon que ça vienne de, tu vois, d'inconnus, de gens hyper niches qui te disent, ah mais t'as fait l'album de tel, je te reconnais, Mm. etc. À contrario, genre ta fille qui dit, ah tu sais, papa, il y a Thierry qui est trop fan de Calf et tout. Ouais, mais Et tu sais que le pire, c'est qu'elle s'en fout, en fait. C'est ça qui est trop ouais. marrant, tu vois. Elle est blasée parce que ça fait partie de son C'est ça, environnement, donc ça, c'est c'est son trop cool. quotidien, ouais. Ouais, elle est pas, tu sais, des fois, moi, je m'amuse, tu sais, elle me sert de baromètre, je lui montre des pochettes, etc., tu vois, de ce que, Mhm. ouais, c'est pas mal. Hyper Et on a blasé. fait une pochette ensemble pour un artiste qui s'appelle Slim Lessio, pendant le confinement. Je devais fournir une pochette pour cet artiste, mais du coup, on n'avait pas accès au studio, etc. C'était vraiment dans le vrai gros confinement, le Ouais, premier, c'est tu ça. vois. Là, on pouvait vraiment pas sortir. Et donc, du coup, elle est à la maison, elle est pas à l'école, etc. Et du coup, bah, c'était un album qui s'appelait Instable, qui parlait de l'instabilité mentale, enfin, où la thématique c'était sur l'instabilité mentale. Et je dis, je voulais avoir quelque chose, tu sais, le dessin naïf, tu vois, d'un enfant. Elle avait 4 ans à l'époque. Et je dis, ouais, tu vas me dessiner des bonhommes qui sont joyeux et des bonhommes qui sont très en colère, tu vois.
Et elle me fait ça, et puis je fais une espèce de composition qui fonctionne super bien. Elle m'a fait toute la typo, qu'elle savait pas écrire à l'époque. Donc moi, je lui fais l'alphabet sur un papier, elle reproduit les lettres, et je récupère les lettres pour en faire la typo à la fin, tu vois. C'est incroyable. Je me dis, voilà, c'est cool. Elles s'en foutent. Enfin, elle était contente, mais elle s'en fout, en fait. Tu vois, t'as beau lui expliquer, ah waouh, c'est pour ça, c'est ça. Ouais, mais elle sera contente quand elle aura 20 piges, quoi, tu vois. Elle se dira, mais tu sais pas ce que moi j'ai fait. Est-ce que t'as eu des moments où tu te disais, vas-y, c'est trop dur, j'abandonne? Dans le graphisme, dans la photographie, dans... Non, pas. T'as des moments en fait où t'as envie, quand tu rentres dans une espèce de cycle permanent où tu as l'impression d'avoir, comme je te disais tout à l'heure, tu sais, un peu d'automatisme et un peu une gymnastique. Des fois, ouais, j'ai surtout envie de ralentir parfois, tu vois, de prendre un peu moins de projets et de me concentrer, tu vois, un peu plus profondément, tu vois, d'être sur un truc, ok. En fait, ce qu'on a eu sur Calf, par exemple, tu vois, dans cette période-là, j'avais un peu ralenti les trucs et j'étais vraiment focus sur ce projet-là. Je savais que ça allait être un gros morceau, donc j'ai dû dire non à pas mal de demandes à ce moment-là. Et j'ai aimé, tu vois, l'énergie créative qu'il y avait dans ce projet. Et des fois, j'ai envie, tu vois, de ralentir. Et puis même, au bout d'un moment, d'explorer d'autres trucs aussi, tu vois. De me dire, tiens... Te challenger un petit peu personnellement. Ouais. Je crois que des fois... Là, en ce moment, je sais que j'ai besoin de sortir un peu de ma zone de confort. De tenter du travail personnel, tu vois. Je me suis dit à un moment, tiens, j'ai envie de faire un peu de photo-reportage, tu vois, sortir complètement du cadre de la musique, etc., mais vraiment faire du photo-reportage. En fait, le truc, c'est que là, je suis dans une spirale qui fait que, tu vois, un taf en amène un autre, en amène un autre, en amène un autre. Des fois, t'as juste envie d'appuyer un peu sur le frein et de te lancer, mais bon, après, ça sous-entend aussi des entrées d'argent un peu plus aléatoires, et donc du coup assurer d'abord ses arrières et puis après on verra. Mais ouais, bien sûr, des fois j'ai envie d'explorer d'autres trucs. Je me dis ça aussi, je me dis que c'est toujours un peu un risque. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on sort de sa zone de confort, mais c'est sincèrement inconfortable, quoi, tu vois. Et donc du coup, dans quelle mesure, quel est le bon moment pour pouvoir mettre un pied, tu vois, dans ce qui est nouveau et en même temps qui peut te challenger et en même temps tout en gardant ta sécurité, ta stabilité, tu vois. C'est un juste milieu. Je crois qu'il faut s'écouter, en fait. Faut pas non plus trop rationaliser, tu vois, ce type de pulsion-là. Je crois que quand t'as envie de sortir de cette zone de confort, tu vas le faire. Tu vois, si t'es pas justement quelqu'un qui est trop peureux ou trop, tu vois, je crois qu'au bout d'un moment, tu le fais parce que, et en fait, surtout, tu sais être à l'écoute des opportunités qui vont te permettre de sortir de cette zone de confort, mais sans être non plus, tu vois, sans filet. Je sais pas, tu sais, moi, je travaille en bureau avec, mon co-bureau, c'est Loxley de l'Or du commun, tu vois, donc je vois son travail de réal, de docu au quotidien, tu vois. Et tu vois, des fois, je me dis, putain, ça doit être cool, en fait, de faire ça, tu vois. C'est totalement différent de ce que je fais, tu vois. Mais je vois le processus de construction de son travail, je me dis, ah, ça peut être cool. J'ai pas envie de faire ça pour le moment, tu vois. Mais je me dis que si un jour, je veux le faire, et que je veux sortir de ma zone de... Je sais que j'ai un gars à côté qui va pouvoir me filer certaines clés qui vont rendre cette zone de confort, cette nouvelle zone de confort, cette zone de non-confort un peu moins inconfortable, quoi, tu vois. Et je crois qu'il faut aller chercher les gens qui peuvent te filer les clés, ouais, tu vois. Est-ce que parce que t'as su travailler et te bâtir un chouette réseau avec le temps et les années, tu vois. Qu'est-ce que tu penses que les gens ont cherché en toi qui ont fait que, ok, j'ai envie de travailler avec Romain, tu vois. Je sais pas, en fait. Franchement, je sais pas. J'ai jamais réfléchi. Moi, au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, c'est parce que je me suis fait un petit nom qu'on vient avoir ce petit nom. Tu sais, c'est un peu comme pour les beatmakers, tu vois, lui, il a bossé pour un tel, alors il faut aller chez lui. Tu sais, en fait, les gens, ils cherchent pas midi à 14h, en fait, dans ce milieu-là aussi, tu vois. Même les chefs de projet, dans les labels, ils ont un petit carnet d'adresses avec plusieurs noms, ils vont les appeler au fur et à mesure. Enfin, tu vois, je sais pas, en fait. Ça, c'est une partie du travail
qui me concerne pas, en tout cas, tu vois, dans la réflexion en amont. Après, je sais que... si je devais répondre à ta question, je pense peut-être, hein. C'est vraiment à apprendre avec des... Moi, je pense qu'ils sentent que peut-être, non, mais je pense que... je pense qu'ils sentent que je suis encore passionné. Je crois que c'est ça aussi qui fait que peut-être qu'ils y pensent pas comme ça, tu vois. Ils disent pas, il est passionné. Mais tu sais, c'est quelque chose qui... ça crée une espèce d'aura, tu vois. Et quand tu gardes cette passion-là, je sais que je continue à parler de mon travail avec passion. Je sais que quand on brainstorm ensemble, je pars un peu dans tous les sens, tu vois, parce qu'on sent que j'ai une espèce de passion encore vivante en ébullition et que j'ai encore des idées, et que j'ai encore envie de les transmettre et que j'ai encore envie de les partager. Enfin, tu vois, il y a plein de ces petits aspects-là, je pense, qui peuvent rentrer en ligne de compte. Mais voilà, c'est... je spécule là-dessus, tu vois, j'en sais rien en fait. Mais je pense que oui, tu vois. Bah, je pense que c'est très juste, hein. Tu peux tout à fait... Enfin, tu vois, te dire, bon, bah, ouais, c'est ma curiosité, mon intérêt. C'est dans la passion que tu peux amener dans un projet, dans ce que tu vis. C'est aussi beaucoup de sincérité, c'est aussi beaucoup de... C'est rassurant d'avoir quelqu'un qui est passionné, parce que tu te dis, lui, il y porte de l'intérêt, au moins autant que moi j'en porte. Ouais. Et il va mettre le temps et l'énergie Ouais. dans cette chose qui me tient à cœur. Mais si Donc tu c'est confies- beaucoup plus tu confies ton rassurant, bébé, tu vois. Un C'est ça. artiste, quand il confie son album, il confie son bébé. Tu sais, je travaille avec un artiste qui s'appelle Aiko. Aiko, quand on m'a contacté au tout début pour que je bosse sur son premier album, je voyais absolument pas les atomes crochus qu'on pouvait avoir. Tu vois, je trouvais que moi, je voyais que son personnage à travers les réseaux. J'aimais pas le personnage. Enfin, je trouvais qu'il y avait une arrogance mal placée. Musicalement, c'était pas mon délire, etc. Enfin, bon, ça encore, ça peut évoluer, tu vois. Et au final, je me suis rendu compte que c'est un des gars. J'ai accepté, hein, parce que j'ai fait confiance aussi au flair de l'artiste, tu vois. Et je me dis, mais tiens, pourquoi pas? Tu vois, on parlait bon, c'est pas une grosse sortie de ma zone de confort, mais je me dis, tiens, là, je vais bosser avec un artiste sur qui j'ai déjà des a priori, on va voir, en fait, ce qui peut en sortir. Et ce qui en ressort, c'est que, humainement, on s'est hyper bien entendu, artistiquement aussi, et qu'il sort son premier album, et l'album s'appelle Petit Con, parce que justement, j'ai voulu exploiter le côté, justement, je lui ai dit, mais gars, je trouvais que t'étais un petit con, tu vois. Et en fait, on a fait mûrir ce truc-là. Et j'ai fait, vas-y, viens, on tire sur la ficelle, tu vois. Et là, on travaille sur un nouveau projet, tous les deux. Et il y a une alchimie qui est... Moi, je kiffe brainstormer avec ce garçon et son équipe. Ouais. Parce que j'ai 10 ans et demi quand je bosse avec eux. Et en fait, on se donne des outils pour réaliser des choses qu'on rêvait de réaliser quand j'avais 10 piges. Enfin, lui, j'imagine que c'est la même chose, tu vois. Enfin, quand les gens verront la cover de son prochain projet, ils comprendront. Mais voilà. Est-ce que tu arrives à... Tu parlais de ta relation avec certains artistes et du brainstorming où tu sens que tu peux tout à fait aller être vrai, naturel. Tu arrives à développer des sortes d'amitié et tout dans le milieu et tout ou pas vraiment? Tu sais, ça reste plutôt professionnel et tu... Amitié, c'est un grand mot. J'ai mes amis. Ouais. Voilà. Tu sais, après, quand tu vieillis, ton cercle d'amis se restreint et c'est pas la même chose que quand t'as 20 piges, quoi, tu vois, où t'as plein d'amis. Tu vois. Ouais. Par contre, oui, j'ai des artistes avec qui... j'ai mes artistes favoris, quoi, tu vois, avec qui je sais qu'on peut avoir des discussions intéressantes. En fait, c'est pas une question d'amitié, c'est une question de respect, tu vois, de respect mutuel ou... je peux pas dire des noms, mais il y a des artistes avec qui j'ai bossé et quand ils me recontactent pas, ça me pince un peu, tu vois. Tu vois, quand tu vois qu'ils vont bosser avec quelqu'un d'autre sur ce qui est logique au final, c'est normal d'aller chercher enfin, et puis même, en fait, la couleur d'un album peut ne pas correspondre à mon travail, donc ils vont aller chercher chez un artiste, un graphiste ou un photographe chez qui la couleur correspond mieux, tu vois. Mais ouais, en fait, tu crées une espèce d'univers. Enfin, il y a un côté très intime en fait dans ce truc-là, tu vois. On partage en fait une comment on appelle ça, une médiatisation commune. Donc eux vont médiatiser leur projet, moi je médiatise la cover, tu vois, autour de ce projet-là. On est liés, tu vois, d'une manière ou d'une autre sur un projet important, on est liés. Mais tu sais, en t'entendant parler, je me dis que
le point, en fait, c'est que c'est un peu à tout moment dans une relation, tu vois, où tu as réussi à être honnête, authentique, sincère un peu, tu vois. Et je pense dans l'aspect créatif, c'est un des plus grands relais, des plus grands ponts à ça, tu vois, à cette authenticité. Et si tu arrives à te poser avec quelqu'un et dire, bon, moi j'ai ce truc, c'est un peu fou, qu'est-ce que t'en penses? Et que quelqu'un te dise, ah bah attends, on pourrait faire ça. Ça casse énormément de barrières de gêne, tu vois, ou tu vois, tu peux développer des liens de respect et bien plus, quoi, des liens solides de, ah, mais j'admire ton travail et j'aime que tu admires aussi le mien et on peut s'entendre. Ça se ressent d'office. Ouais. Enfin, ouais, moi, des fois, quand je découvre les projets des artistes qui viennent me contacter, tu vois, tu dis, ok, on va bien faire les choses parce que tu sens le travail qu'il y a derrière et tu dis, bon, bah, ouais, il faut que tu crées. Et puis, en fait, aussi, surtout, ouais, c'est que quand tu proposes quelque chose à cet artiste et que cet artiste valide cette idée-là, tu dis que, ouais, en fait, il y a quelque chose qui, le choix était le bon dès le départ, tu vois. Et c'est hyper gratifiant, c'est hyper, ouais, c'est vraiment une question d'alchimie. Comment tu fais alors du coup, comment tu fais maintenant dans les propositions qui viennent à toi? T'en as bien plus qu'il y a 10 ans. Qu'est-ce qui te fait choisir tel projet plutôt que celui-là? Est-ce que tu fais davantage attention à juste ton intuition? Est-ce que c'est les relations? Est-ce que c'est un melting pot de choses? Comment tu procèdes, tu vois? Je prends les projets qui viennent. En fait, depuis quasiment toujours, j'ai jamais participé à un appel d'offres, tu vois, où j'ai participé spontanément, tu vois. On me dit, ah, il y a une cover pour machin. En fait, c'est, pour le moment, toutes les pochettes que tu vois, c'est les artistes ou leur label ou leur manager qui vient vers moi. Donc, qui vient, et pourvu que ça dure, tu vois. Donc, du coup, je les prends au compte-gouttes. Et je me dis, tiens, s'ils sont venus vers moi, c'est que ça doit matcher. Il y a des projets avec qui ça matche pas, hein, tu vois, qui sortent pas ou qui... Tu vois, récemment, là, j'avais été contacté par Cheb Khaled. Incroyable histoire. Et on travaille sur un shooting, on travaille sur une pochette. Je propose 3 ou 4 versions de pochettes. Ça marche pas. Parce qu'il y a plein d'intervenants dans le dossier et que ces intervenants influent le choix de l'artiste, enfin, c'est hyper complexe en fait comme machine et ça a pas marché. C'est pas grave, l'expérience elle était incroyable malgré tout, tu vois. Attic, pareil, m'avait contacté, enfin le management d'Attic m'avait contacté, pareil. Ça a pas... En fait, l'alchimie n'a pas prise, tu vois. Donc j'ai fait des photos de presse, donc ça a fonctionné, tu vois, mais sur la cover, ça a pas pris, tu vois. Puis après, il y a un côté aussi, je continue beaucoup à bosser pour des artistes belges. Je crois que je suis bien à bosser avec les artistes belges et qu'eux aussi. Et qu'il y a aussi ce côté, quand t'es bruxellois, tu vas pas trop chercher à bosser forcément avec des Français. Si t'as de quoi faire à Bruxelles, on reste entre bruxellois, tu vois. Et je crois que c'est en partie pour ça que un mec comme Damso continue de bosser avec un mec de Bruxelles. Alors que le mec, en fait, même, je vais même pas te parler de Paris, il pourrait bosser avec des gars aux États-Unis, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est un truc, je lui ai toujours dit. Ça me touche de fou, en fait, qu'on continue à bosser ensemble. Alors que tu pourrais clairement demander. Que l'embarras du choix, c'est même plus un embarras du choix. C'est, tu vois? Mais parce que il y a eu cette alchimie qui a fonctionné et à un moment donné, ça s'arrêtera. À un moment donné, ça me brisera le cœur, mais ça sera la vie. Mais il ira certainement bosser avec quelqu'un d'autre, tu vois. Et ce sera comme ça. Et peut-être pas. Enfin, j'en sais rien. On sait pas ce que la... Peut-être Pharrell Williams qui lui dira, viens, je vais t'aider pour ça. Moi, j'aimerais bien que Pharrell m'appelle. Viens, on bosse ensemble. Ouais, moi, je suis chaud, moi, c'est avec toi, frère. Est-ce que t'as un conseil à donner à genre un jeune ou une jeune photographe, graphiste, quelqu'un qui a envie de travailler dans la DA? Quel serait le conseil que t'as envie de lui donner, tu vois? Fais-le parce que ça te fait kiffer. Franchement, ça peut être hyper
hyper évident comme conseil, mais fais-le vraiment parce que ça te fait kiffer, parce que tu sens que tu peux pas t'empêcher de critiquer une pochette que t'as pas faite parce que toi tu l'aurais fait comme ça, tu vois. Ou au contraire, kiffer une pochette qui est parfaite en sachant pourquoi tu la trouves parfaite, tu vois. Et que tu te sens à même de pouvoir faire la même chose. Et ouais, je crois que c'est important. Et moi, un truc qui m'anime de fou aussi, c'est que je veux cocher des cases pour faire kiffer le Romain qui faisait des cassettes VHS. Ah oui, de 9 ans. Je sais que quand je sors une pochette d'album, tu sais, il y a un truc qui m'a vraiment fait très bizarre, c'est que la première fois que j'ai vu Lithopédion dans les rayons de la médiathèque, de là où j'allais acheter mes CD, quand je kiffais, j'espérais faire ce métier un jour, et que, ça y est, je vois que cet album, j'ai fait une pochette qui est dans la médiathèque où le Romain qui avait 12-13 ans allait acheter ses CD, tu vois. Quand je fais le maillot d'Anderlecht, ça n'a rien à voir avec la musique, Ouais. mais je dessinais des maillots de foot, parce que je sais pas, je kiffais dessiner des maillots de foot, j'avais plusieurs passions, enfin tu vois, en tout cas j'aimais personnaliser les objets, tu vois. Et je sais que ça y est, quand je suis allé voir le match d'Anderlecht au stade et qu'il porte le Porter maillot, le maillot que t'avais franchement conçu je et me suis designé. pris, j'essaie de garder une espèce de poker face, mais je me suis pris une bouffée d'émotion incroyable, quoi, tu vois, parce que je me dis, bah voilà, c'est fait, la case est cochée, et je sais que c'est pas le Romain de mon âge qui regarde le match, c'est le Romain de 10 piges, quoi, tu vois, qui, qui voulait avoir ce genre de personnalisation vivre. Donc Ouais, voilà. c'est comme si l'espace d'un instant, tu nourris grandement toute ton besoin de réalisation, auto-réalisation. Mhm. Tu t'observes et tu dis waouh. Ben, c'est ça, le gosse que j'étais, il regarde ça et si seulement il aurait pu prédire. Ouais, c'est ça. Et en fait, non, il aurait jamais pu. Et pourtant, ça y Ouais, est, j'y suis, tu tu vois. t'auto-impressionnes en fait en Ouais, faisant ça, tu et dis, c'est ça mais qui est attends, kiffant. c'est fou, quoi. Ouais. C'est vraiment ça, je crois, qui est le plus kiffant. C'est vraiment. Et en fait, je crois aussi que ça permet de pouvoir garder vivant en soi son âme d'enfant. Ouais, Et je crois qu'à partir du moment où on commence à rendre le truc trop adulte, trop intellectuel, trop chiffré, trop ci, trop ça, enfin, tu sais que vraiment que tu intellectualises beaucoup trop le travail que tu fais, c'est pas un travail d'intellectuel. Tu vois, même si on peut commencer à tourner les trucs dans tous les sens pour. C'est un travail de passionné, et la passion, elle vient de l'enfance. Je suis persuadé de ce truc-là, mhm. et que c'est compliqué à garder vivant, hein. Ça te fait pas peur, justement, parfois, tu sais, l'aspect business aussi de. Bien sûr, il y a l'aspect financier Ouais. et tu dois nourrir ton besoin de sécurité, enfin, nourrir les tiens, tu vois. Mais ça te fait pas peur? Comment tu abordes cette question, cette thématique, tu vois? Quand tu es en meeting, tu es face aux institutions, déjà tu dois défendre un projet que Mm. tu as conçu de manière artistique et en plus de ça, il y a cette valeur monétaire, etc. C'est quoi ton rapport par rapport à ça? Très pragmatique, en fait. Tu vois. Il faut manger. Donc, et puis au bout d'un moment, tu connais les tarifs. T'apprends à ne pas te sous-évaluer, tu vois. Et, euh, et puis au bout d'un moment, ouais, c'est un automatisme. Mais je t'avoue que c'est pas la partie que je préfère du tout. Ouais, La négociation du prix, enfin, de toute façon, je crois que c'est jamais une partie de plaisir, mais tu sais, même, je suis obligé, en fait, de négocier des prix, des fois même les négocier à la hausse. Mais il y a des projets sur lesquels je pourrais bosser gratos, tellement le projet m'emballe, mais je peux ouais, pas. Je peux pas. Parce que sinon, je fous en l'air le marché, et si tout le monde. Il y en a encore qui font ça. De temps en temps, tu peux le faire au début, pour te créer tes opportunités. Tu vois, il y en a plein qui disent que ça brise le marché. Moi, je pense qu'au début, tu dois, c'est même pas tu peux, je pense que tu dois faire ce genre de compromis-là, c'est des compromis énormes, mais tu dois, ouais, casser les prix pour t'installer. Faut pas que tu le fasses tout le temps après. Mais si tu veux avoir une chance, bah, cette chance, tu la provoques. C'est en partie une des façons de provoquer la chance. C'est de dire, écoute, j'ai du talent, je suis chaud, et je te ferai moins payer qu'un ouais, autre. Ça fait partie du jeu aussi, tu vois. c'est le game. Mais après, tu peux pas faire ça tout le temps. Parce que déjà, on te prend plus au sérieux. Et Ouais. en plus de ça, bah, tu mangeras pas suffisamment, tu vois. Ouais. Donc, voilà. Mais t'arrives à garder la tête froide quand on te propose des montants et tu dois, Gagne enfin, pas des millions, hein.
Mais ok, mais... Non, ça par contre, on gagne pas des millions. Mais quand même que tu dois... C'est pas... Ouais, tu te concentres sur le taf, mais même avec ça, tu vois... Enfin, pour moi, ça me paraît aberrant, tu vois, que un truc qui te vienne de ton... Que tu pourrais, justement, comme tu dis, tu pourrais faire gratos, tu vois. Par passion, t'es animé et qu'on puisse te payer et que t'as pas peur que ça... Maintenant, tu le fais depuis quelques années, donc t'as dû trouver une formule, mais que ça altère un peu ta créativité. C'est pas vraiment ça, en fait, qui risque d'altérer la créativité. En vrai, même c'est peut-être même l'inverse, parce qu'au final, c'est quelque chose que tu apprends au début. Les gros montants, ils peuvent faire peur. Mais les gros montants, c'est pas mon salaire. Les gros montants, c'est les budgets, tu vois. Et c'est au tout début, c'est bizarre, en fait. On dit, on va mettre 20 000 sur ce projet. C'est pas 20 000 qui vont aller dans ta poche, c'est 20 000 avec lesquels on va pouvoir construire ce projet-là, tu vois. Ça veut dire qu'on va payer les maquilleuses, on va payer les stylistes, on va payer les scénographes, on va payer les éclairagistes, on va payer énormément de choses, tu vois. Et après, ce qui reste, ça peut éventuellement aller dans la poche. Il y a des tafs sur lesquels tu vas très peu te payer, parce que, en termes de compromis aussi, si tu veux aller au bout de ta réalisation, tu dis, OK, bon, qu'est-ce que je fais ? On fait un truc un peu vite fait système D pour que je puisse me remplir un peu plus les poches, ou on va au bout de notre idée, mais je me paierai moins, tu vois. Sachant que si on va au bout de l'idée, ça peut faire mouche, ça peut être incroyable, et que ça va te ramener 20 clients derrière. Tu vois, c'est des calculs aussi comme ça. Ça donne le maillot d'Anderlecht. Incroyable d'ailleurs. Ouais. L'équipe, vraiment incroyable. Et tu disais quoi par rapport au maillot du coup ? Non, du coup ça donne ça. Je sais pas comment ça s'est goupillé. Mais ça, c'est des opportunités. Ça donne, si tu vas jusqu'au bout de ton idée et du rendu, ça donne des. Oui, ça donne après, à la fin, ça peut donner des opportunités comme ça. Et je crois qu'il faut vraiment que tu trouves l'équilibre entre ce côté monétaire qui est juste là pour pouvoir payer ton salaire. Et l'autre partie qui est la partie créative. Mais je crois qu'au final, dans tous les métiers créatifs, au bout d'un moment, on arrive à faire la part des choses. C'est pour ça qu'on parle toujours d'argent avant. Une fois que la partie l'argent, elle est réglée, elle est débarrassée, allez, on passe à la création et on se prend plus la tête sur le reste, quoi, tu vois. Et c'est cool. Bon, Romain, on arrive doucement à la fin de cette discussion. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de tes projets ? J'ai plein de choses que j'aimerais bien qu'on me souhaite. Que ça continue jusqu'à ce que je puisse atteindre la retraite. Tu vois. Parce que les petits derrière, ils sont chauds. Ils vont nous mettre à la retraite très tôt. Et que je puisse... Moi, la seule chose que je veux qu'on me souhaite et que je me souhaite, c'est de garder la passion intacte, en fait. Et de continuer à vivre avec cette passion-là et de créer avec cette passion-là. Et si elle s'éteint, pouvoir la déplacer ailleurs, quoi, tu vois. C'est tout. Dernière question. C'est quoi ton rapport avec le fait d'oser ? Ce podcast s'appelle À ceux qui osent. C'est quoi ton rapport avec le fait d'oser ? C'est que si on... Tu sais, il y a une phrase d'Homer Simpson qui me fait péter de rire. Il dit « Essayer, c'est le meilleur moyen de se tromper ». Je kiffe cette phrase parce que faut la prendre à l'envers, en fait. Ouais, c'est ça. Et si t'essayes pas, tu sauras pas si tu te trompes ou non, tu vois. Mais si t'essayes, il y a de grandes chances que tu réussisses quelque chose, en fait, tu vois. Et je crois qu'oser, c'est ce qui permet de pas vivre avec des regrets, au final. C'est juste ça. Et je crois qu'il y a vraiment pas grand-chose de pire que de vivre avec des regrets. Et de se dire, si j'avais su, si j'avais fait, si j'avais. Ça fait des êtres humains très aigris à un âge avancé. Et même si on rate, au moins, on n'aura pas le regret de pas avoir essayé, tu vois. J'ai entendu l'autre jour un pote qui me disait avec des si on pourrait mettre Paris en bouteille et Bruxelles dans le bouchon. Je savais pas que ça se rajoutait dans Merci Romain. Merci à toi. C'est plaisant comme tout. C'était super. Si vous en avez pas eu assez avec les À ceux qui osent, je vous invite à aller checker les À peu près sérieux sur la chaîne YouTube Aubin Zaghira et allez vous abonner sur la page Insta
Aubin Zaguera également. Et sur le TikTok, Aubin Zaguera. J'ai dit beaucoup de fois Aubin Zaguera. T'es partout. Je suis partout. Et puis, à bientôt pour le prochain épisode. Merci beaucoup, Merci, Aubin. mon gars. Ciao, ciao. C'était cool. C'est une fin de tournage. Trop bien. Ça aurait pu durer 4 heures en gars. Ouais, mec, c'était cool. La qualité, J'avais encore les 1000 questions. questions, c'est abusé.